La tête pense là où sont les pieds. Nicolas Cordier est social business intrapreneur chez Leroy Merlin. Il est quoi ? Social business intrapreneur. En quelques mots, il est le relais terrain de la mission de Leroy Merlin. Il m'explique qu'il crée des partenariats avec des associations engagées contre le mal-logement. Qu'ensemble, ils touchent du doigt une réalité invisibilisée, mettent un nom, un prénom sur la précarité. Pour lui, l'entreprise de demain sera engagée dans un écosystème d'acteurs qui partagent des valeurs et des ambitions communes. Travailler ensemble, devenir les maillons d'une chaîne et agir efficacement dans nos territoires. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés, qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Nicolas. Bonjour Grace. Merci de m'accueillir chez toi. Je vois sur ton profil LinkedIn que tu es en charge du business impact social chez Leroy Merlin. Donc dis-moi si je me trompe, tu travailles comme porteur de projets à impact dans l'entreprise, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Il s'agit de trouver des solutions à des situations de précarité au niveau du logement de certains habitants qui ne sont pas clients de nos magasins habituellement. Donc concrètement, tu fais quoi ? On conjugue la passion, les compétences des collaborateurs de l'entreprise avec celles d'acteurs de terrain, souvent des associations, qui cherchent des solutions à des problématiques de logement qui sont souvent des problématiques complexes et que nous ne pouvons pas aborder seuls. Voilà, donc c'est ensemble que nous recherchons des solutions. Donc tu vas aller travailler avec des associations, avec les équipes de Leroy Merlin, et tu fais les liens entre les deux pour aider des personnes en situation de mal-logement. C'est ça, notre approche est de pouvoir soutenir les acteurs de terrain à travers différents mécanismes, mais en particulier les achats solidaires qui leur permettent d'acheter des produits et des matériaux dans le magasin Leroy Merlin le plus proche de là où ils travaillent, et nous leur reversons 100% de la marge qui est générée par les achats qu'ils effectuent chez nous. Voilà, donc ça constitue un levier de financement quelque part supplémentaire pour l'association, pour ses charges courantes d'exploitation, et de notre côté, n'étant pas entre guillemets perdant, même si évidemment on ne gagne pas autant, mais c'est du chiffre supplémentaire que l'association fait en magasin. Ça, c'est ce qu'on appelle le business impact social. Toi, ça fait 11 ans que tu développes ça chez Leroy Merlin. Tu as suffisamment de recul aujourd'hui. Tu penses que ça apporte quoi à l'entreprise ? Je pense qu'il en va de la pérennité de l'entreprise que de pouvoir apporter la démonstration qu'elle est utile sur les territoires où elle opère. Et de plus en plus, ce sera un enjeu pour nos clients qui sont de plus en plus citoyens, engagés et qui attachent de l'importance à la contribution positive que l'entreprise peut apporter. Voilà. Donc peut-être, autant il y a 20 ans, le virage que les entreprises devaient prendre pour assurer leur pérennité, même si elles ne voyaient pas forcément complètement précisément l'impact que ça allait avoir, c'était Internet, c'était les réseaux, c'était la digitalisation des métiers, c'était les nouveaux modes de délivrance. Voilà. Donc ça, c'est une transformation qui est en cours, bien évidemment, chez Leroy Merlin, comme dans beaucoup d'entreprises. Ça, c'était une phase qui a complètement révolutionné et qui révolutionne encore le monde du travail. Mais aujourd'hui, selon toi, la nouvelle révolution du travail, c'est par le sens. Oui, et par l'impact positif, la contribution reconnue des habitants. Je pense que de plus en plus, les clients nous choisiront pour qui nous sommes et pour la manière dont nous faisons notre métier. Voilà. Alors, à quelle échéance ça deviendra crucial comme Internet est crucial aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je pense qu'en tout cas, oui, il y a un vrai chemin de construction. Donc ça, c'est une première réponse. La pérennité, finalement, de notre modèle et de nos modèles en lien avec cette utilité pour le monde. Mais il y a aussi des enjeux, je dirais, de recherche des nouveaux modes de création de valeur. Et la valeur créée, elle est économique, bien sûr, mais elle est aussi humaine, sociale, environnementale. Donc voilà, ça nous ouvre de nouveaux champs des possibles. Et puis il y a aussi un levier de motivation, d'engagement, de sens, qui est quelque chose d'essentiel, à la fois pour l'ensemble des collaborateurs qui sont déjà présents, et puis pour les futurs collaborateurs qui nous rejoindront. Pour les nouveaux arrivants, oui. Est-ce que les collaborateurs de Leroy Merlin sont au courant de ce que tu fais ? Et est-ce que ça renforce leur fierté d'appartenance à l'entreprise ? Moi, je fais pas grand-chose. Parce que je veux dire, notre approche vise vraiment à rapprocher nos équipes magasins
avec des acteurs de terrain sur le territoire. L'utilité, elle est toujours ancrée sur un territoire, et les acteurs de terrain, ils sont toujours aussi auprès d'habitants dans certains quartiers et dans des territoires. Donc, l'ensemble des partenariats associatifs sont vraiment portés au plus près du terrain. Et donc, bien évidemment, les collaborateurs du magasin concerné sont en première ligne dans l'animation de ce partenariat et en retirent de la fierté, du sens, de l'engagement, de l'ouverture à des habitants parfois très proches de leur magasin mais qui étaient inconnus et qui ont finalement aussi des besoins importants de pouvoir bien vivre chez eux. En fait, ça connecte, disons, la vision qui est celle de Leroy Merlin avec des engagements qui sont concrets, aider chaque habitant à construire sa maison et à la rénover. C'est ça ? Oui, le processus vision est vraiment très structurant du management et de l'animation des équipes Leroy Merlin depuis des années. Le premier processus vision a démarré en 1995. Et ce qui est, je pense, singulier dans l'approche que Leroy Merlin a choisie à ce moment-là, c'était d'écrire cette vision à 10 ans avec 100% des collaborateurs. Donc il y a 11 000 collaborateurs qui ont écrit la première vision d'entreprise en 95, et puis on était 18 000 en 2005 pour reprojeter l'entreprise 10 ans plus tard. On était 22 000 en 2015 pour projeter l'entreprise à 2025. Et d'ailleurs, donc, dans la vision actuelle, à 2025, la mission qui nous rassemble, c'est construire avec tous les nouvelles façons d'habiter pour mieux vivre demain. Et sur les 36 000 affirmations qui sont ressorties des sessions qui ont impliqué l'ensemble des collaborateurs, je pense qu'il y en avait 15 000 qui étaient de près ou de loin liés à un désir d'engagement humain, social, environnemental. Un besoin de sentir que ce qu'on fait, ça a du sens et ça a un impact direct sur son environnement, que ce soit la nature ou que ce soit les habitants, le vivre ensemble en fait. Oui, tout à fait. C'est comment apporter des solutions à des habitants qui sont clients de nos magasins, mais également aux habitants qui ne sont pas clients de nos magasins. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, Nicolas, comment toi, tu as découvert le social business ? Alors avant de rentrer chez Leroy Merlin, moi j'ai eu la chance de commencer ma vie professionnelle bien loin de la France, à Santiago du Chili, où j'ai contribué au développement d'un projet pionnier de microfinance, donc de banque pour les pauvres, de soutien aux micro-entrepreneurs du secteur informel de l'économie à Santiago. Donc j'ai eu la chance, je dirais, que dans cette première expérience professionnelle, impact sociétal et gestion économique d'un projet étaient intimement liés. Et je dis ça parce que souvent, les deux sont assez fortement dissociés. Le social d'un côté, le business de l'autre. Donc on a la RSE dans toutes les entreprises, en gros, et le business, la stratégie de l'autre. Voilà, exactement. Ouais. Et j'ai eu la chance, c'est un projet qui était inspiré de loin par ce que Mohamed Younous avait développé au Bangladesh, avec le premier projet d'envergure en termes de banque pour des gens qui n'ont aucune garantie. Et donc, en 1993, j'avais été passer un mois au Bangladesh à la rencontre de Mohamed Younous et du Grameen Bank. Et Mohamed Younous a par la suite également continué à travailler sur des alliances, sur des co-entreprises entre des acteurs de terrain comme lui et des grandes entreprises pour justement apporter des solutions nouvelles, inédites, que ni l'un ni l'autre acteur ne pouvait apporter tout seul. Et c'est ce qu'il a dénommé le social business, dans la mesure où ce sont des projets qui ont une viabilité économique, mais qui n'enrichissent pas les actionnaires. Voilà, donc tous les bénéfices sont réinvestis pour maximiser l'impact social. Et c'est finalement cette approche de social business que j'ai appliquée chez Leroy Merlin, avec cette approche dans nos collaborations avec les partenaires associatifs, dans lequel, pour que ces projets puissent se développer durablement dans le temps, eh bien, il faut qu'ils puissent reposer sur une viabilité économique et pas simplement sur la générosité de l'entreprise qui, par essence, est toujours limitée. Oui, c'est ce que tu dis dans la politique du carnet de chèques. Il y a un besoin, on a les moyens, on est prêt à aider. Combien ça coûte ? Sauf qu'en fait, à un moment, pour que les engagements soient pérennes et ancrés dans le temps, il faut aller plus loin que juste une donation. Il faut construire une relation, en fait. Exactement. Leroy Merlin a par ailleurs une fondation d'entreprise qui, depuis 2006, accompagne et finance des projets d'adaptation de logement pour des personnes
et des ménages en situation de handicap D'accord. ou de vieillissement. Donc je dirais la partie mécénat d'entreprise, elle est canalisée à travers la fondation Leroy Merlin. Mais bien évidemment, les besoins sociétaux sont toujours bien plus larges que ce que les fondations d'entreprise peuvent apporter comme solution. Et donc notamment sur le terrain du mal-logement, sur le terrain de la rénovation énergétique pour des habitants en grande précarité énergétique, c'est-à-dire qui vivent dans des logements passoires et qui n'ont pas les ressources pour payer l'énergie pour pouvoir avoir un logement confortable, eh bien, ce sont des enjeux qu'il nous faut aborder dans nos cœurs de métier et dans une logique économique qui soit équilibrée, en tout cas qui soit viable pour pouvoir se déployer à grande échelle. Et puis au-delà du manque de ressources, ce sont peut-être des personnes qui n'ont pas accès à Internet ni à l'information pour savoir qu'ils peuvent toucher des aides pour rénover leur logement en fait. La problématique économique n'est pas le seul frein à la réalisation de projets. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons besoin d'une coalition d'acteurs complémentaires. Les projets de rénovation thermique globale et performante pour des ménages en grande précarité ne peut que être effectué à travers des bénévoles de terrain qui ont le lien de confiance avec les habitants, des opérateurs qui savent manier l'humain, le social et le technique pour apporter des solutions complètes. Un lien avec des artisans et des entreprises du bâtiment qui vont savoir effectuer ces travaux en lien avec ces opérateurs. Il faut pouvoir accompagner et suivre l'ensemble du processus. Et ça, bien évidemment, Leroy Merlin tout seul serait incapable de le faire. Et donc, il faut pouvoir mettre, je dirais, autour de ces projets-là, eh bien, l'ensemble des acteurs qui vont venir activer les dispositifs, venir rassembler, orchestrer les différentes pièces de la solution qui doivent être mises en œuvre. C'est se mettre tous ensemble pour défendre des valeurs qui sont communes. Oui, exactement. Et c'est ce qui permet les collaborations d'ailleurs. Sans valeurs partagées, sans un projet commun partagé, sans une ambition de trouver des solutions à des problématiques sociales, il y a très peu de chances que des acteurs aussi variés que des entreprises privées, des associations, voire même des collectivités territoriales se mettent ensemble pour travailler. Donc oui, il faut cette volonté commune. Est-ce que ça se fait beaucoup ça en France, le social business, ou est-ce que c'est quelque chose que toi tu connaissais grâce à ton expérience passée, que tu as mis en place chez Leroy Merlin, et on va parler ensuite de comment tu en es arrivé à développer ça chez Leroy Merlin. Est-ce qu'il y a d'autres expériences de ce style-là qui sont mises en œuvre en France ? Alors, l'engagement sociétal des entreprises est croissant. Ouais. La manière de pouvoir le faire dans leur cœur de métier prend des formes très variées. Il y a quand même peu d'exemples au global d'entreprises qui ont un engagement, je dirais, sociétal reconnu de tous. Et en même temps, on voit quand même que beaucoup de structures sont en train de bouger, de se poser des questions sur leur utilité, sur la manière dont elles contribuent de manière positive à l'environnement. Voilà. Oui, on en reçoit beaucoup dans ce podcast des entreprises qui sont bicorp ou qui sont entreprises à mission. On a par exemple la Camif avec Emery Jacquia, on a Alexis Delem avec Avril aussi, qui sont des entreprises qui s'engagent et qui en profitent d'ailleurs pour développer une autre manière de manager et de penser l'entreprise et le leadership. C'est l'entreprise libérée, l'entreprise agile. Est-ce qu'on peut dire que Leroy Merlin est une entreprise agile à partir du moment où il y a cette volonté d'innover pour demain? Avec notamment le processus vision, on voit bien que Leroy Merlin base sa performance sur le fait que chaque collaborateur puisse être entrepreneur de son projet, entrepreneur de la vie de l'entreprise. Et je pense que là, cette notion de l'humain au cœur est un vrai levier d'agilité, de recherche permanente, de s'adapter aux besoins, alors aux besoins de nos clients, mais aussi plus largement, de plus en plus, aux besoins de la société. Comment tu en es arrivé à développer le social impact business chez Leroy Merlin ? Alors en 2011, la direction de l'entreprise nous a invités, en tout cas un certain nombre de collaborateurs, à nous regrouper pour partir à la rencontre des habitants du monde, chercher les projets qui feraient l'entreprise de demain. C'était un programme Innover pour inventer demain. Pourquoi l'entreprise a mis ça en place ? Je pense que il y avait deux facteurs essentiels. Un, le besoin de pouvoir susciter des modes collaboratifs en interne dans l'entreprise, c'est-à-dire décloisonner finalement les services, le lien entre le siège et les magasins. Et par ailleurs, la prise de conscience que
le monde était en train de changer à vitesse accélérée et qu'il fallait donc pouvoir aussi ne plus seulement regarder dans le rétroviseur le métier que nous avions fait depuis un certain temps, mais pouvoir être à l'écoute des signaux faibles et puis aller à la rencontre d'autres expériences, d'autres territoires pour pouvoir apporter et accélérer une dynamique d'innovation. D'accord. Donc à ce moment-là, ça s'appelle... Innover pour inventer demain. Pour inventer demain, d'accord. Donc là, vous êtes tous appelés, tous ceux qui le souhaitent, à se réunir, à former des groupes. Ce qui était intéressant, c'est que ça réunissait à l'époque l'ensemble des chefs de produits de la centrale d'achat, l'ensemble des directeurs de magasins et puis des patrons de service. Et sans qu'il y ait de rôle préétabli, les groupes étaient constitués et devaient définir par eux-mêmes quel était leur fil rouge, quelle était la destination qu'ils voulaient voir, quelles étaient les personnes et les organisations qu'ils voulaient aller rencontrer pour finalement être en ouverture, être en résonance et se dire qu'est-ce qui pourrait faire sens pour l'entreprise demain. Et dans le groupe dans lequel j'étais, on est revenu dans nos bagages avec 2 projets, dont l'un autour de cette capacité à réunir les collaborateurs de l'entreprise autour de la mission haute finalement de l'entreprise, et qui pourrait se traduire par comment on peut apporter un cadre de vie plus digne à l'ensemble des habitants, et notamment à ceux qui sont en plus grande précarité. Et ce faisant, comment l'intégrer dans notre cœur de métier, non pas comme une activité, je dirais, périphérique, pour se donner bonne conscience, ou... En fait, que ce soit pas seulement une vision qu'on met sur un mur et puis qu'on oublie, mais que ce soit ancré dans la réalité, en fait. Oui, exactement. Et je pense que le fait de se confronter à des habitants qui ne sont pas clients de nos magasins, c'est faire un petit pas de côté et c'est prolonger cette dynamique d'innovation. Oui. C'est finalement se laisser aussi rejoindre par des besoins que nous ne connaissons pas forcément et de voir que des solutions existent. Que ces solutions, elles sont forcément co-construites avec d'autres, avec des acteurs de terrain, et que pour qu'elles puissent se développer à grande échelle, eh bien, il faut qu'elles puissent reposer sur une viabilité économique et qu'elles puissent vraiment s'intégrer à notre cœur de métier. Parce que c'est à partir de là que nous allons, je dirais, être en recherche des modèles de création de valeur de demain, et que nous allons du coup ancrer cette volonté d'être utile, engagée pour les habitants les plus précaires des territoires où nous opérons, dans le cœur de notre métier au quotidien. Donc là, à ce moment-là, vous partez, vous êtes quoi, une quinzaine, une vingtaine dans ton groupe? Ouais, c'est ça, on est 18. Ouais, parfait. Bravo. Vous êtes 18 et vous partez pendant combien de temps? Vous partez aux États-Unis? Vous partez où? Oui, alors on prépare notre voyage pendant 9 mois et effectivement, on va passer 8 jours en Californie, dans la Silicon Valley notamment, du côté de San Francisco, à la rencontre d'organisations pour le coup très variées, à la fois des centres d'innovation des grandes universités locales, à la fois des projets sociaux très innovants, à la fois des petites entreprises, et puis les grosses entreprises qu'on peut connaître, comme Cisco, Google et d'autres. Et on a été très marqué par le fait que les frontières un peu étanches de l'entreprise qu'il y avait encore jusqu'à présent étaient en train de s'estomper, et que cette notion d'écosystème, d'être utile sur les territoires là où on est et de générer des collaborations avec différents acteurs était en train de se développer fortement. Ça, c'est un élément. Et le deuxième ingrédient fort qui nous a marqué, c'est que la vision haute des organisations que nous visitions était non seulement placardée, je dirais, sur les murs, mais que c'était un driver au quotidien du métier de chacun. Et ça, on s'est dit, mais voilà, il faut pouvoir aussi, à travers ce que nous faisons, avoir quelque part une boussole, un drapeau planté qui vient nous dire c'est ça la destination qu'on a envie d'atteindre ensemble et qui dépasse quelque part le quotidien de nos actions pour pouvoir quelque part être fier d'un engagement sociétal de grande ampleur. Oui. Et donc là, quand vous rentrez en France, du coup vous faites un état des lieux de tout ce que vous avez vu. Comment vous vous dites, ok, on a appris tout ça. Aujourd'hui, pour Leroy Merlin, ça peut se retranscrire de telle manière. Alors, une chose, c'est d'avoir des idées, des projets, de les mettre sur une diapositive qu'on projette à l'écran. Une autre, bien évidemment, c'est de le concrétiser. Et ça passe forcément par des femmes et des hommes qui, dans l'entreprise, disent « ce projet-là, j'y crois et j'ai envie de le développer ».
Voilà. Et c'est comme ça aussi que ça s'est fait. Moi, il a fallu traduire en projet tout ce que vous aviez vu, l'écrire dans le sens de Leroy Merlin, et puis faire une liste et dire ok, aujourd'hui on fait quoi? il s'agit d'aller sur le terrain, de sortir du connu. Et en ce qui nous concerne, le projet, c'était de dire apportons un habitat digne à des habitants qui ne sont pas clients de nos magasins aujourd'hui. Et du coup, un peu de manière assez naturelle, ce sont des habitants que nous connaissons mal, que nous connaissons peu. Voilà. Donc la première démarche, ça a été d'aller à la rencontre de l'ensemble des acteurs du mal logement en France. D'accord. D'aller également à la rencontre d'autres entreprises qui développaient des actions de business impact social dans leur cœur de métier, donc pas sur des activités charitables ou de mécénat, mais d'essayer vraiment de modifier profondément leur modèle d'affaires autour de certaines problématiques sociales. Et du coup, ce faisant, eh bien, c'est dans la rencontre systématiquement avec les besoins des personnes canalisés à travers les organisations que nous visitions, que nous avons commencé à chercher les articulations avec nos métiers, avec nos compétences et aussi avec nos contraintes de commerçants au quotidien, toujours bien occupés auprès de nos clients, pour réussir à ancrer dans le temps, dans la durée, des partenariats avec ces acteurs associatifs de nos territoires. Et aujourd'hui, ces partenariats, ils existent dans le nord de la France, dans toute la France, dans le monde entier? Alors moi, je travaille pour Leroy Merlin en France, et donc on a aujourd'hui près de 200 partenariats au local entre des associations d'amélioration de conditions de logement de publics en fragilité et des équipes magasins. Et ça peut passer par des cours de bricolage, impartis chez nous dans nos magasins ou chez nos partenaires et dans certains quartiers. Ça peut être la mise en avant d'actions de l'association auprès de nos clients et de nos magasins. Ça peut être des chantiers solidaires ou des collaborateurs de l'entreprise qui ont tous droit à une journée qu'on appelle le Positive Impact Day par an, qui, sur leur temps de travail, peuvent se mettre à disposition d'un acteur associatif. Il y a du mécénat de compétences qui se développe. Voilà, donc il y a un certain nombre d'interactions qui viennent finalement nourrir le partenariat, nourrir l'utilité et augmenter l'impact. D'accord. Pour revenir un petit peu à toi, toi tu me disais que tu étais à 2 doigts de quitter Leroy Merlin avant de t'engager dans ce voyage pour l'innovation, disons. Tu te posais des questions sur le sens que tu trouvais dans ton métier. Est-ce que ça t'a réconcilié justement avec cette question-là, avec ces enjeux-là? Ah oui, bien sûr. Je pense que effectivement, le fait de pouvoir mettre mon expérience chez Leroy Merlin en adéquation avec peut-être une recherche personnelle d'impact, d'alignement, de cohérence, je le trouve effectivement aujourd'hui dans le développement de ces partenariats qui sont utiles très concrètement pour des habitants qui ont un nom, un prénom, une réalité qu'on peut, je dirais, toucher du doigt, et en même temps de voir que ça participe aussi à la fierté, à l'engagement de tous les collaborateurs qui travaillent autour de ces projets-là. Alors oui, bien évidemment, ça fait sens, et ça fait sens pas simplement d'un point de vue personnel, je pense, c'est-à-dire que ça fait sens aussi parce que c'est une activité qui peut projeter l'entreprise demain sur le long terme. Justement, tu as voyagé aux États-Unis. Les Américains ont tendance à beaucoup communiquer sur ce qu'ils font, quitte à en faire trop. Nous, en France, alors c'est un peu une généralité ce que je dis, mais j'ai le sentiment qu'on a toujours la peur du greenwashing. Quel est justement ton positionnement à toi sur la communication? Est-ce que vous communiquez assez en interne? Est-ce que vous communiquez assez aussi sur ces partenariats que tu mènes en externe? Et bien avant le greenwashing, je dirais que beaucoup d'entreprises, notamment dans le nord de la France, ont une tradition de grande discrétion sur tout ce qu'elles font de bien. Ça a une certaine valeur, c'est-à-dire que les actions ne sont pas faites effectivement pour épater la galerie ou pour des effets juste de communication. Ceci dit, je pense qu'on a un enjeu majeur effectivement à trouver la manière de communiquer de manière simple, authentique et en même temps véridique des actions que nous faisons. Il y a un enjeu parce que je pense que si nos clients ne savent pas ce que nous faisons et la manière dont nous menons un certain nombre d'actions, eh bien, nous ne leur donnons pas l'occasion de nous choisir et de nous préférer.
Or, je pense que demain, et on voit bien qu'il y a des évolutions dans les modes de consommation, et puis il y a des jeunes générations qui poussent aussi une exigence différente vis-à-vis de l'entreprise, eh bien, si nous voulons être encore un acteur et une entreprise reconnue, l'entreprise préférée des Français, eh bien, il va nous falloir aussi pouvoir dire tout ce que nous faisons avec d'autres. Il ne s'agit pas là non plus de tirer la couette. Voilà, de tirer la couverture à soi, mais aussi de dire, seul, avec nos petites forces, on va pouvoir faire de grandes choses. C'est vraiment être le maillon d'un écosystème qui se met au service notamment des plus fragiles de la société. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Avant de te demander, comme je le fais d'habitude, la citation avec laquelle tu es venu, est-ce que tu peux nous parler d'une association dont on a parlé pour le coup lorsqu'on a préparé cet épisode, de l'association Lazare? Lazare, c'est un projet de colocation solidaire qui réunit des jeunes actifs et des personnes qui viennent de la rue. Et on a effectivement 8 magasins en partenariat avec Lazare. Ils ont des projets de développement dans d'autres villes de France, donc on aura prochainement, je pense, d'autres équipes magasins qui auront la chance de pouvoir collaborer avec ce type de colocation qui se développe d'ailleurs avec d'autres associations sur d'autres formes, que ce soit avec des personnes porteuses de handicap ou avec d'autres types de fragilité. Et je pense qu'il y a là une nouvelle façon d'habiter qui préfigure certainement une manière de faire société différente qui est tout à fait intéressante. Le vivre ensemble. Il y a une autre association que je trouverais intéressante de mentionner. Il y a un collectif très intéressant qui est mis en place autour de la rénovation énergétique pour les ménages les plus précaires qui s'appelle Stop à l'exclusion énergétique, qui regroupe aujourd'hui une 60aine d'acteurs, entreprises privées, associations caritatives, associations qui sont opérateurs de ces chantiers, et puis des collectivités territoriales. Vraiment, du coup, des acteurs variés, mais qui se mettent autour d'une ambition forte et partagée, celui d'éradiquer l'exclusion énergétique à horizon 2030 en France. Ça demande bien évidemment une grande concertation, un engagement de tous, mais on se rend compte que sur une ambition comme celle-là, il faut vraiment réunir l'ensemble des acteurs pour pouvoir développer notamment, à partir de 2023, des territoires zéro exclusion énergétique, de pouvoir développer, et avec des équipes Leroy Merlin, on a initié le développement d'une fresque de la précarité énergétique pour pouvoir... En référence à la fresque du climat, c'est ça ? Exactement, en écho à ces ateliers participatifs qui permettent finalement assez simplement de comprendre des enjeux qui peuvent paraître complexes et de pouvoir s'approprier à la fois le diagnostic, le pourquoi, les causes des problématiques, mais aussi les conséquences et les solutions qui existent pour pouvoir apporter une solution durable, pérenne à des habitants en grande fragilité. D'accord. Très intéressant, je connaissais pas. En fait, c'est vrai que toi, dans ton métier, tu dois toujours garder l'œil ouvert sur les nouvelles associations, organisations qui se mettent en place partout en France, en fait, pour travailler avec elles. Oui, il faut pouvoir découvrir quels sont les écosystèmes innovants qui partagent un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'ambitions. Et je pense qu'un des enjeux majeurs dans les années à venir, ça va être de pouvoir apprendre à travailler entre acteurs qui, historiquement, avaient peu de terrain de jeu commun. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Nicolas. Grâce à toi, on a découvert le business impact social. C'est hyper intéressant et inspirant de voir à quel point toi, tu t'es posé des questions et tu as décidé d'agir dans ton entreprise pour qu'elle soit en cohérence, au final, avec tes valeurs et ta vision. Pour terminer, je t'ai demandé de venir avec une citation. Tu as choisi laquelle ? Alors, je vais traduire les propos d'un sociologue chilien, mais que je trouve très intéressante. La tête pense là où sont les pieds. La tête pense là où sont les pieds. Et donc ça veut dire que c'est vraiment une invitation à aller sur le terrain, à faire les pas de côté, à se confronter à des réalités que nous ne connaissons pas, à aller notamment sur le terrain de la précarité au niveau du logement, pour faire écho à ce dont on disait, et parce que c'est là qu'on va penser différemment les choses pour pouvoir apporter une contribution nouvelle et en même temps très utile à ses habitants. Allons voir, posons-nous les questions et faisons en sorte de trouver et d'aller chercher les réponses, quoi.
Merci beaucoup. Et osons maintenir les questions qui n'ont pas de réponse immédiate. Oui, c'est vrai. Bonne leçon. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Grace. Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Je suis Grace Leplat et chez Natif, nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Rendez-vous sur natif.io. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.